aide-moi à la lever, gros. Aide-moi à la lever. Oh, t'as entendu? Ah, mais je croyais que c'était le... Non, merde, je croyais que tu déconnais, moi. Gros, t'as pas entendu? Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une blessure dans le monde de la musculation francophone. En effet, vous avez peut-être vu la vidéo d'Efkan avec Jean Hanche, dans laquelle, eh bien, Efkan va se rompre, se déchirer le grand pectoral pendant un développé couché. De façon plus large, on va partir donc de cette actualité pour rebondir sur les déchirures du pectoral. En gros, comment est-ce qu'on diagnostique, quels sont les symptômes et surtout comment est-ce qu'on évite ce genre de blessure et si jamais ça vous est arrivé, comment est-ce qu'on peut récupérer. Générique. En effet, c'est une blessure qui a fait pas mal réagir le monde de la musculation francophone. Efkan Curnas, c'est une des personnalités du fitness en France qui est médiatisée, notamment avec sa collaboration avec Jean Hanche. Et pour résumer la vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, en gros, il y a Efkan qui vient avec Jean Hanche dans la salle de Nassim pour faire une séance de pectoraux. Et sur, je crois, leur premier exercice du développé couché à 120 kg, ce qui est une charge conséquente, mais vous allez le voir, une charge que Efkan pouvait faire en fait de façon habituelle puisqu'il faisait régulièrement ses séries avec cette charge-là. Et bien, au cours d'une phase excentrique, la barre descend et puis d'un seul coup, on va entendre, et c'est ça qui est assez marquant, on entend un bruit de craquement. Et on voit au visage d'Efkan que clairement il sent que quelque chose ne va pas. Je pense qu'il a eu mal sur le moment. La barre se met en pause et il demande à Jean Hanche, aide-moi, il faut que tu m'aides à remonter la barre. Et donc c'est ce que fait Jean Hanche, il reprend la barre. Aïe, attends, aide-moi à la lever, gros. Aide-moi à la lever. Et à ce moment-là, ils échangent 2-3 blagues, mais on voit au visage d'Efkan qu'il a clairement senti que quelque chose n'allait pas. Je crois que je viens de me déchirer le pec. Il ne sait pas encore exactement quelle est la blessure, quelle est son étendue, mais il se dit quand même qu'il y a eu un craquement et qu'il a ressenti quelque chose qui n'était pas normal. Et effectivement, dans une vidéo ultérieure sur sa chaîne, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est assez informative, eh bien, il va commenter sa blessure, notamment sur les circonstances de survenue et sur le diagnostic médical, puisqu'il a consulté un médecin du sport, il a réalisé une échographie, et l'échographie a confirmé justement la rupture de son grand pectoral de façon partielle, mais sur une région quand même assez étendue. Le compte-rendu, on va en détailler après, mais parle de 1/5 du grand pectoral au niveau du corps musculaire. Et donc c'est une blessure qui est quand même problématique puisque non seulement elle peut survenir chez beaucoup de personnes en musculation, mais surtout, eh bien, ça va compromettre au moins temporairement les séances de pectoraux, puisque quand on a un muscle qui est déchiré, eh bien, ça empêche de l'entraîner correctement de façon assez logique jusqu'à la récupération, et la récupération qui peut être partielle. Donc la première partie, ça va être de rappeler ce que sont les déchirures musculaires. Les muscles, de façon très schématique, c'est en gros un amas de fibres qui sont en général dans le même sens, et ces différentes fibres musculaires vont permettre d'obtenir une contraction. En gros, les fibres permettent de se contracter, c'est-à-dire que quand on ordonne avec une commande motrice une contraction pour faire déplacer, pour faire contracter un muscle, eh bien les fibres vont se raccourcir. Le raccourcissement des fibres entraîne le raccourcissement du muscle, et grâce au raccourcissement du muscle, eh bien il va y avoir une motricité, il va y avoir un mouvement, puisque les muscles sont rattachés à des structures osseuses. En gros, le muscle est fixé à l'os par le biais d'un tendon. Et le tendon, c'est une corde. Et en gros, le corps musculaire, en se raccourcissant, va tirer sur la corde et qui va rapprocher un segment. Pour illustrer avec l'exemple le plus typique, le cas du biceps, le corps musculaire du biceps, il est bien visible. Et de part et d'autre, il y a un tendon. Si on prend le tendon distal qui va s'attacher au niveau de l'avant-bras, au niveau de l'os, quand le muscle se raccourcit, eh bien, le tendon, lui, ne se raccourcit pas, mais il va venir tirer sur l'os de l'avant-bras pour permettre une flexion. Et donc, quand ces fibres, elles sont soumises à une tension qui est importante, notamment dans le cas d'une charge qui est relativement importante, eh bien, ces fibres donc vont se contracter et vont être étirées. Si l'étirement de la fibre est trop important, eh bien, la fibre véritablement va pouvoir se déchirer. C'est dans le cadre d'une blessure et donc il y a différents degrés de déchirure avec notamment différentes localisations et donc on va pouvoir parler soit de déchirure musculaire,
soit de rupture tendineuse, soit d'arrachement tendineux, qui sont globalement des synonymes, avec à chaque fois une implication différente sur le muscle, sur le pronostic de la blessure, sur le type de traitement et sur la récupération. Pour schématiser, les déchirures musculaires, les déchirures des fibres, c'est à l'intérieur du muscle, dans le corps du muscle. Par exemple, si on se déchire le biceps ou le pectoral, ça veut dire que les différentes fibres qui composent le muscle vont être rompues avec une extension variable. En gros, on peut toucher une fibre, c'est le premier stade, le stade minime. Alors une fibre, ça n'existe jamais, mais en gros, on peut toucher une faible proportion de fibres, et à l'extrême, on peut se rompre toutes les fibres si vraiment on mettait une tension d'étirement très importante et que, en gros, on n'arrêtait pas le stimulus. Si on continuait d'arracher les fibres une par une, eh bien, on pourrait théoriquement avoir une rupture complète du corps musculaire d'un muscle donné. C'est rarement le cas parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête avant, on arrête le stimulus, on repose la barre, on arrête le mouvement qu'on est en train de faire, bref, des mécanismes protecteurs qui vont empêcher au maximum, inconsciemment ou consciemment, d'aggraver la blessure. Donc ça, ce sont pour les déchirures qui vont toucher le corps du muscle. Donc encore une fois, corps du muscle, à l'intérieur, ça touche les fibres musculaires et ça peut être partiel ou complet. Et c'est le cas de ce qu'a eu Efkan Kurnaz, on va le détailler juste après. Le deuxième type, c'est quand la déchirure touche cette fois-ci le tendon. Alors on peut soit rompre le tendon de façon partielle, là aussi, donc au niveau du tendon, on n'est plus au niveau du muscle. Le tendon, c'est véritablement des cellules qui sont différentes du muscle. Le muscle a une capacité contractile, ce sont des cellules bien particulières. Le tendon, à l'inverse, il est inséré au niveau du muscle par ce qu'on appelle la jonction myotendineuse, qui est une zone bien particulière. Et quand on passe au niveau du tendon, ce sont des fibres qui sont beaucoup plus rigides, qui n'ont pas de propriété contractile. Un tendon ne se contracte pas. Un tendon, c'est quelque chose, en gros, d'inerte, qui est composé principalement de collagène qui permettent en gros la solidité et le fait de pouvoir résister à des tensions qui sont importantes. Donc si ce tendon est soumis à des contraintes mécaniques, une tension très importante, eh bien les fibres tendineuses peuvent aussi se rompre et donc ça donne soit des arrachements, par exemple au niveau de l'insertion entre le tendon et l'os, par exemple ça c'est l'os, ça c'est le tendon, et bien si on tire fort d'un coup sec, on peut arracher le tendon et donc désinsérer le muscle. A l'inverse, ça peut aussi toucher le corps du tendon, par exemple ça c'est le tendon, alors je ne peux pas couper mon doigt en deux, mais si on coupe le tendon, si le tendon s'arrache au milieu, c'est aussi un type de déchirure tendineuse ou d'arrachement en fait. Après c'est de la sémantique, c'est de la sémiologie fine, mais ça n'a pas beaucoup d'importance de le savoir. Et enfin, dernièrement, on peut s'arracher pareil, au niveau de la jonction myotendineuse, en gros, entre le corps du muscle et le tendon, si on désinsère les deux. Donc en termes de pronostic, en termes de mécanisme, c'est pas exactement pareil, mais globalement, ça a quand même des similitudes. À la différence, et on le verra après, que quand c'est le tendon, eh bien, les capacités de récupération sont beaucoup plus compromises, puisque contrairement au muscle, le tendon est moins bien vascularisé, donc il reçoit moins de sang que le corps musculaire. Donc qui dit moins de sang, dit cicatrisation, récupération beaucoup plus longue, puisqu'il y a moins de nutriments, et c'est vraiment le sang, l'oxygène, les nutriments qui vont permettre de régénérer une structure, parce que c'est des structures vivantes. Donc dans le cadre plus particulier des pectoraux, qu'est-ce qui s'est passé? On voit Efkan qui fait un développé couché, et lors de la phase excentrique du mouvement, eh bien d'un seul coup, on entend crac crac crac, et c'est vraiment un crac pour ceux qui ont déjà vécu des déchirures musculaires ou des déchirures tendineuses, on entend soit un pop quand c'est le tendon, soit c'est un crac quand c'est le corps musculaire, et ça, c'est pas un bruit de scratch, c'est pas un effet spécial, c'est véritablement en fait le bruit des fibres qui vont se déchirer. Donc c'est pas du trucage. Le corps humain, c'est quelque chose de vivant, et si on l'arrache, eh bien ça fait aussi du bruit, comme quand on déchire une feuille de papier. Il n'y a pas vraiment en fait, quand on y pense, de choses magiques à ça. Donc quand on entend ce crack et quand il ressent cette douleur, comme il dit ça a fait mal, eh bien c'est clairement un signe de déchirure, et si ça vous arrive, eh bien je vous encouragerai clairement à arrêter vos activités pour laisser refroidir, mais ça on va parler juste après. Donc maintenant, les pectoraux, les grands pectoraux, comme tous les muscles, ils peuvent se déchirer, ils peuvent s'arracher, et ça a été le cas de nombreux athlètes, et je vous mettrai peut-être des photos pour illustrer, et c'est malheureusement arrivé à Efkan. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que ça peut arriver et quels sont en gros les facteurs prédisposants, les facteurs de risque qui font que le pectoral sur le développé couché est en gros un muscle vulnérable qui est à risque de s'arracher. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de développé couché, ça veut dire qu'il faut le faire mais en étant conscient
de tout ça. Il y a 4 facteurs principaux qui expliquent les risques de déchirure. Le premier facteur, c'est un facteur anatomique, et ça, c'est pour tout le monde pareil. Ce facteur, en fait, il s'explique très simplement par le fait que le grand pectoral, et je vous mettrai un dessin de Fred Delavier, puisque ce sont probablement les dessins les plus jolis pour expliquer, le grand pectoral est composé de plusieurs faisceaux, et notamment le faisceau supérieur, le faisceau claviculaire, et les faisceaux moyens, inférieurs, ça dépend comment on veut le segmenter, mais en gros, ils n'ont pas tous la même longueur. Le souci, ça va être au niveau de la longueur de ces fibres. Quand on descend sur la partie excentrique du mouvement, eh bien, les différentes fibres, en fonction en fait, de leur insertion sur le sternum, en gros, il y a les fibres du haut, et quand on descend, c'est un muscle en éventail, les fibres du bas. Le souci, c'est que plus on descend, et plus les fibres sont étirées. Le souci, c'est qu'elles sont étirées de façon différentielle, et ça a été montré dans plusieurs études médicales, et notamment des études biomécaniques, qui ont montré que quand on descend, donc avec le coude qui descend proche de la parallèle pour éventuellement la dépasser, eh bien les fibres du pectoral, du grand pectoral, sont étirées de façon différentielle. Ça veut dire que les fibres du faisceau claviculaire au-dessus sont moins étirées que les fibres inférieures du faisceau. Enfin, il n'y a pas de faisceau, mais en gros, les fibres qui vont s'insérer le plus bas sur le sternum. Et donc le souci, ça veut dire que quand on va remonter, eh bien les fibres d'en bas vont être plus étirées, donc plus fragiles que les fibres du haut. Et cette différence d'étirement fait qu'il y a une inhomogénéité dans le muscle qui peut se traduire par en fait une sollicitation et une fragilité différentielle des fibres inférieures, et donc c'est souvent sur un développé couché ces fibres-là qui vont céder en premier dans le cadre d'une blessure, puisque elles sont plus étirées que les fibres supérieures. Donc souvent en fait les déchirures commencent à ce niveau-là, et le souci quand il y a une déchirure, c'est que c'est un phénomène auto-entretenu, la charge reste à supporter pour toutes les fibres restantes, mais il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on arrache les fibres de proche en proche. C'est comme si vous déchirez une feuille de papier, progressivement en fait vous allez avoir de plus en plus de fibres qui vont être déchirées, donc il va rester moins de muscles pour soulever la même charge, et donc ça ne peut aller qu'en s'aggravant. Le deuxième facteur, c'est cette fois-ci un facteur morphologique qui va pour le coup varier en fonction des personnes. En gros, et ça a été très bien expliqué dans la méthode Delavier 1, 2 et également 3, même si certaines personnes viennent à dire qu'il n'y a pas de risque de se blesser, et que la méthode Delavier c'est 0 sur 10, bon, chacun son opinion, pourquoi pas, mais d'un point de vue mécanique, même si ça n'empêche pas d'être fort, le fait, parce que certaines personnes ont une morphologie inadaptée en termes de blessure, mais peuvent pourtant être relativement fortes sur un mouvement. Mais le fait d'avoir une cage thoracique étroite et des bras, des humérus qui sont relativement longs, en termes de morphologie et en termes d'amplitude sur le mouvement, c'est clairement défavorable, parce que sur un développé couché, ou classiquement, notamment en powerlifting, il faut que la barre touche la poitrine avant de remonter, et bien si vous avez une amplitude plus importante avec des bras longs, une petite cage, donc plus d'amplitude, et surtout donc les bras vont faire que vous allez devoir descendre les humérus au-delà du plan, en gros de votre cage thoracique, et donc en bas de la parallèle, eh bien vos pectoraux vont être étirés de plus en plus. Donc on comprend bien que avec un facteur biomécanique, morpho-anatomique défavorable, plus une prédisposition anatomique chez tout le monde, du fait que les fibres les plus inférieures sont plus étirées que les fibres supérieures, et donc si vous cumulez les deux, eh bien chez les personnes avec des grands bras, une petite cage thoracique, eh bien vous êtes très à risque. Maintenant, un facteur en termes d'exécution, et ça va dépendre de votre technique et notamment de comment vous placez vos coudes. Plus vous allez avoir une prise large et les coudes ouverts, et plus, pareil, vous allez devoir descendre les coudes en bas avec les pectoraux qui sont placés dans une position un peu plus, on va dire, défavorable, puisque plus vous ouvrez les bras et plus les pectoraux sont étirés. En gros, là, mes pectoraux sont plus étirés que quand j'ai les coudes collés. Donc, si vous descendez coudes collés contre la poitrine, donc en prise serrée, vos pectoraux sont beaucoup moins étirés que si vous descendez avec une prise, en gros, un angle droit ouvert, même si ça ne veut pas dire que vous ne serez pas fort. Certaines personnes vont être beaucoup plus fortes avec ce genre de prise large et les pectoraux étirés, les bras ouverts. Mais pour autant, on peut être fort, mais pourtant à risque de se blesser. Donc, pareil, si vous voulez réduire l'étirement, eh bien, il faut plutôt avoir tendance à rapprocher les coudes de la poitrine. C'est toujours pareil, vous cumulez anatomie, morpho-anatomie et technique, et vous pouvez multiplier les différents facteurs. Quatrièmement, c'est la récupération. Un muscle, il est fragile s'il n'a pas récupéré assez. Et clairement, plus on enchaîne les séances lourdes, et plus le muscle a des difficultés à récupérer, notamment dans un laps de temps court,
et plus il va être à risque de se rompre quand on prend lourd. Alors je ne parle pas forcément de la charge, même si bien évidemment on est plus à risque de se déchirer quand on prend une charge relativement lourde par rapport à ce qu'on peut faire. Donc évidemment s'entraîner léger est moins à risque que de s'entraîner lourd, mais ça je pense que c'est une évidence. Après, est-ce que ça permet de progresser plus ou moins, ça c'est un autre débat, mais clairement en termes de blessure, eh ben oui, plus on prend lourd et plus on va aller toucher sa limite, et quand on veut toucher sa limite et réaliser des performances en termes de force, eh bien on va avoir tendance à forcer plus et possiblement compromettre un petit peu sa technique, même si je vais quand même le signaler, dans le cas d'Efkan, la technique est bonne et c'est pas une charge lourde. Alors oui, c'est lourd, oui, ça reste du 6 RM, donc 6 RM ça veut dire que c'est une charge qui peut faire 6 fois, donc c'est plus lourd que s'il peut la faire 20 fois, mais malgré tout, sa technique est bonne et globalement, on voit bien que la technique ne se dégrade pas et on peut probablement par contre attribuer ça à une récupération insuffisante. Il le dit lui-même, il a trop entraîné les pectoraux parce qu'il était boosté par l'idée de faire une bonne séance de soulevé lourd pour faire une belle vidéo pour sa chaîne YouTube. Et ça c'est le dernier point, c'est effectivement il faut vraiment se méfier de vouloir faire de la performance à tout prix, parce que en fait c'est normal, hein, c'est humain, on est motivé, on a des potes, on est dans une compétition ou autre, et on a envie de faire des performances, et parfois on n'écoute pas forcément son corps, et comme il le dit, l'adrénaline, en gros les endorphines, le fait d'être excité par la séance, eh bien on a envie de se dépasser, et on va être peut-être un petit peu moins prudent. Mais c'est aussi ça qui permet de faire des bonnes performances, donc est-ce qu'on peut véritablement le blâmer? Non, mais c'est vrai que ça incite quand même à la prudence. Le dernier point, ça c'est juste, n'a aucun rapport, je le précise, avec Efkan ou d'autres personnes, mais si on fait l'analyse de la littérature scientifique, on voit quand même que le fait de prendre des stéroïdes, eh bien, augmente le risque. Donc pour toutes les personnes qui regarderaient la vidéo et soit qui prendraient des stéroïdes, soit qui se poseraient la question, eh bien oui, prendre des stéroïdes augmente le risque de déchirure. Alors il y a plein de raisons, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, c'est soit par une force relative du muscle qui grossit plus vite avec les stéroïdes par rapport au tendon, qui lui ça ne s'hypertrophie pas de façon proportionnelle sous stéroïdes, soit avec un effet directement toxique des stéroïdes sur le tendon, mais ça pour l'instant c'est débattu. En tout cas je tenais juste à mentionner ça, encore une fois aucun rapport avec Efkan, c'est juste pour être exhaustif dans la liste des facteurs de risque. Troisième partie maintenant, quels sont les symptômes? En gros, comment est-ce qu'on sait qu'on s'est arraché le pec? Bon, si vous avez une déchirure tendineuse, en gros que votre tendon est arraché, c'est assez facile puisque les signes sont beaucoup plus clairs et le grand pectoral, du coup il est désinséré, du coup il est rétracté, on ne peut plus le contracter, et en gros le pectoral a un aspect globuleux, tout pas comprimé, mais en gros tout rétracté au niveau de son insertion opposée. Ça c'est en général assez facile, surtout si vous n'arrivez plus à contracter le pectoral. Mais dans le cadre d'une déchirure musculaire comme c'est le cas d'Efkan, c'est parfois un petit peu plus, alors bâtard non, parce qu'il y a clairement une douleur, il y a clairement une impossibilité à effectuer les mouvements qui mettent en jeu le grand pectoral, mais parfois sur des déchirures plus minimes, plus faibles, eh bien ça peut passer relativement moins, en gros ça peut passer inaperçu, et parfois certains athlètes, dans d'autres sports, en muscu en général on s'en rend compte assez vite puisqu'on a besoin des pectoraux, mais dans d'autres sports ça peut passer inaperçu et être diagnostiqué beaucoup plus tard. On peut également avoir ce qu'on appelle une perte du relief anatomique du sillon deltopectoral, en gros c'est le creux entre le deltoïde et le grand pectoral, qui peut être moins marqué si justement on a arraché une partie du muscle. Et chez certains athlètes, eh bien, il y a un hématome parfois important, je vous mettrai une célèbre photo qui illustre bien ça, mais qui va en fait diffuser, couler le long du bras et le long de la partie externe, plutôt le flanc, au niveau de la cage thoracique. Et bien sûr, la douleur qui est plus ou moins invalidante, mais en général que l'on ressent clairement. Et pendant qu'on se rompt le pec, eh bien on entend un crack, et ça c'est valable pour tous les muscles. Si on déchire quelque chose, on peut entendre un crack, et ce crack est caractéristique. Donc si vous entendez crack sur une de vos séances, dites-vous bien que c'est pas normal, et qu'il faut mieux arrêter, et ça on va en parler juste après. Maintenant la dernière partie de la vidéo, que faire et comment prévenir? Alors comment prévenir, ça va être rapidement traité. En gros, il faut connaître sa morphologie, et il faut essayer de ne pas dépasser ses limites, de garder une bonne récupération et d'utiliser des exercices adaptés. Ça ne veut pas dire, si vous n'avez pas une morphologie optimale, que vous ne pouvez pas faire ce genre d'exercice, mais ça veut dire qu'il faut être conscient des limites et du fait que possiblement vous êtes plus à risque de blessure. Donc essayez d'adapter un petit peu votre technique en refermant les coudes, en ne descendant pas trop bas,
et en ayant une récupération adéquate. Et pourquoi pas, si vous n'avez pas d'objectif de soulever forcément très lourd, de faire du power ou de faire des vidéos avec, en gros, de montrer vos exploits, essayez de rester sur des charges un petit peu plus modérées. Encore une fois, c'est toujours plus facile de se blesser sur du 2-3 reps ou du 6 reps que de se blesser sur du 12 reps. Donc attention, prudence, soyez conscient de vos limites, et c'est vrai que la fougue c'est toujours délicat, et il ne faut pas hésiter à arrêter une séance. Et là ils ont très bien fait. Quand Efkan s'est blessé, eh bien il a dit stop les pecs, on passe à autre chose. Et le risque c'est que quand on est encore chaud, eh bien on peut avoir la douleur en fait qui s'atténue par les endorphines et l'adrénaline, en gros beaucoup d'hormones qui sont des mauvaises conseillères en cas de douleur, et on peut continuer la séance, on peut continuer les pectoraux, et on peut continuer de s'aggraver. Donc dans ce cas-là, eh bien il faut en général arrêter sa séance. Et même ils auraient même pu, alors là je comprends, ils avaient une vidéo à tourner, mais ils auraient même pu arrêter complètement la séance et ne pas faire le dos, puisque en fait même sur certains mouvements de dos, notamment des tirages verticaux, quand on fait des tractions en prise serrée, eh bien on a quand même un petit recrutement des pectoraux, notamment quand il faut rapprocher le bras, rapprocher le bras en fait vers le thorax. Ensuite, il faut mieux consulter un médecin pour avoir un diagnostic précis. Là, c'est ce qu'a fait Efkan, il allait consulter un médecin du sport qui lui a prescrit une échographie, et c'est véritablement l'échographie qui confirme le diagnostic. Souvent le diagnostic il est quand même clinique, on s'en doute, mais là au moins on a un diagnostic qui a évalué la sévérité de l'atteinte. On voit que c'est 1/5 du corps du grand pectoral, ce qui est quand même pas négligeable, et surtout ça va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres blessures associées, puisque parfois on peut s'arracher éventuellement d'autres muscles en même temps. Le pectoral c'est plus rare, mais pour d'autres groupes musculaires, notamment les jambes, ça peut arriver d'avoir des déchirures ou des blessures associées sur les autres structures anatomiques. Par exemple, il aurait très bien pu, encore une fois le pec c'est plus rare, mais sur une blessure de l'épaule, il y a tellement de structures anatomiques à cet endroit-là que c'est parfois difficile avec simplement la clinique et l'examen de faire un diagnostic précis. Donc une fois qu'on a ces informations, eh bien, qu'est-ce qu'on fait comme traitement ? Donc premièrement, on arrête tous les mouvements qui vont mettre en jeu le muscle tant qu'il n'a pas récupéré et tant qu'on a encore mal. En gros, ça veut dire que les séances PEC, tant qu'il y a cette déchirure qui est encore active, eh bien c'est très compromis parce que ça risque d'empêcher la récupération et la cicatrisation. C'est comme si vous avez une coupure, on s'en rend vite compte quand on a des coupures au niveau des plaies, au niveau des points de flexion, ou en gros des endroits qu'on va en permanence solliciter. Par exemple, quand on a les lèvres gercées ou une petite déchirure au niveau de la lèvre, dès qu'on va sourire, dès qu'on va bouger, ça va rouvrir la plaie, et en fait c'est des blessures qui vont cicatriser beaucoup plus lentement. Pareil si on se fait une ampoule ou une coupure au niveau d'un point de flexion au niveau de la main, on voit que ça met beaucoup plus de temps à cicatriser puisqu'en permanence c'est ouvert, fermé. Et donc le muscle c'est pareil, tant que vous aurez mal et tant que le muscle ne sera pas en gros consolidé au moins un minimum, il ne faut pas le mobiliser, et donc ça veut dire que exit toutes les séances pectoraux, pendant en fait, alors 3 mois c'est peut-être un peu arbitraire, mais c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Au début on se dit c'est bon, j'en ai pour 2-3 semaines, et en fait on se rend compte que ça fait encore mal et qu'on ne pourra pas reprendre avant un petit peu plus de temps. Et le deuxième risque, c'est que si on reprend trop tôt, on peut se reblesser beaucoup plus facilement, puisque le muscle, certes, il est consolidé assez pour ne plus forcément faire de douleur sur des mouvements simples, mais pourtant il reste fragile. C'est comme on a une cicatrice, mais on voit que la peau, elle est encore pas complètement refermée, ça reste quelque chose de fragile, et que si vous refaites le même genre de barre, eh bien vous allez vous reblesser, et en fait vous allez repartir au point de départ de votre blessure. Donc en fait, il faut bien faire attention. Une fois que vous sentez que vous pouvez recommencer, souvent il faut quand même observer un délai de repos encore plus important pour vraiment, en gros, avoir consolidé complètement. Pourtant, effectivement, ça a été mis en commentaire en dessous de sa vidéo, il faut effectuer de la kiné de réadaptation. En gros, la kiné, ça va permettre d'effectuer, alors la kiné, mais ça peut être fait à la maison, mais l'avantage de la kiné, c'est que tu as un professionnel qui te guide, qui vérifie que tu fais bien les choses, parce que tout le monde n'est pas capable tout seul à la maison de bien interpréter des conseils de rééducation. Enfin, quand tu es dans la santé, c'est un peu plus facile, mais souvent on est mauvais conseiller pour soi-même, et donc le kiné, il peut vérifier que tu fais bien en fait les mouvements, et surtout il peut te conseiller, te guider et t'accompagner de façon personnalisée. Donc ça permet de faire des étirements passifs dès que le muscle a cicatrisé un minimum, pour permettre d'éviter les rétractions et en gros la désorganisation des fibres, puisque quand le muscle cicatrise, eh bien c'est plus des fibres musculaires, enfin un peu moins, mais ce sont des fibres de collagène qui peuvent en gros, donc qui sont rigides, qui sont non plus contractiles mais fibreuses,
et qui vont pouvoir ensuite entraver le mouvement, entraver la contraction et surtout gêner un petit peu à la fois les performances, mais surtout ça peut donner en gros des raideurs. L'idée de faire des étirements et de la mobilisation passive dès que ça commence à cicatriser, c'est que non seulement ça assouplit ces fibres un peu plus fibreuses justement, c'est un peu redondant de dire ça, mais dans l'idée vous avez compris, et ça permet donc une meilleure récupération en plus de faciliter la récupération nerveuse, musculaire, parce que en activant la circulation sanguine, on permet, comme je l'ai dit au début, de justement apporter des nutriments pour la récupération, et donc c'est important de mobiliser doucement bien sûr, mais de mobiliser le plus précocement possible le muscle qui a été blessé. Le cas particulier, c'est les arrachements tendineux. Quand ça vous arrive, quand c'est le tendon et quand le muscle est rétracté, il n'y a pas 36 solutions, c'est la chirurgie pour réattacher le muscle. Donc il ne faut pas traîner, il faut un diagnostic rapide, et c'est l'intérêt d'aller voir un médecin du sport, en tout cas un médecin qui s'y connaît, qui vous prescrira des examens complémentaires adaptés pour vous guider véritablement sur le traitement. Et le piège, à mon sens, c'est attention dans vos séances de musculation, tous les exercices qui vous font mal, même si ce n'est pas des exercices classiques de pec, mais typiquement le coup des tractions quand on a une déchirure de pec, chez certaines personnes c'est formellement proscrit, puisque je vous dis, les pectoraux sont sollicités pas seulement dans les exercices de poussée, mais aussi dans certains tirages, notamment le pullover ou des exercices où, en gros, on a moins l'impression que les pecs travaillent. Mais tout ça, ça peut gêner la cicatrisation. Donc voilà pour les déchirures de pecs. J'espère que cette vidéo vous aura été globalement utile. J'espère que j'aurai bien répondu à vos attentes, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec soit un commentaire, ça fait toujours plaisir, même pour ne rien dire. En tout cas, si vous avez eu des expériences similaires de blessures, parce que les pecs, c'est quand même un muscle où beaucoup de personnes peuvent avoir des petites douleurs, parfois des blessures, hein. Je connais beaucoup de personnes qui se sont blessées au niveau des pecs. En plus, c'est pas toujours simple de diagnostiquer les pecs, parfois ça peut faire mal au niveau de l'épaule. Bref, pas quelque chose de simple. En tout cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences, ou même si vous n'avez rien à dire, à dire un commentaire de référencement, ça fait aussi toujours plaisir. Un pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois. N'hésitez pas sinon à me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, et à vous abonner à la chaîne également. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.